Il est le tout récemment élu nouveau président de la CFTC, Confédération française des travailleurs chrétiens. Il n'est donc pas encore très connu du grand public. D'un autre côté, nous, dans VIP, nous n'avions jamais reçu de syndicalistes. Il était temps que les choses bougent. Philippe Louis, bonjour. Bonjour. On est très honoré que vous accordiez à VIP et à KTO l'une de vos premières longues interviews. Ça fait un mois que vous avez été élu président de la CFTC. On se sent comment ? En tant que président ? Que nouveau président, comme ça, depuis un mois, avec le téléphone portable qui n'arrête plus de sonner, avec tout ce que ça inclut, on se sent comment ? On est déjà très fiers, parce que bon, faut y arriver, hein, voilà. Et puis ensuite, c'est une nouvelle vie qui commence, parce que c'est vrai que c'est un téléphone qui sonne quand même beaucoup plus souvent. Et puis c'est surtout beaucoup de décisions à prendre très très vite. Voilà, c'est une vie bouillonnante qui accélère, c'est un coup d'accélérateur par rapport à ce que j'ai connu avant. Madame était d'accord avec ça ? Madame était d'accord, mais je ne sais pas si elle s'est bien rendue compte de ce que ça allait imposer, mais elle était d'accord, oui. Alors vous n'êtes pas un nouveau venu à la CFTC, vous avez eu tout un parcours. Pourquoi vous étiez cheminot ? Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi un jour vous vous êtes engagé à la CFTC, syndiqué et engagé ? Vous pouvez nous raconter ce parcours-là ? Alors, le syndicalisme, ma première approche du syndicalisme, je l'ai connue quand mon épouse travaillait dans une petite entreprise où il y a eu à un certain moment des problèmes, problèmes économiques. Une grève assez dure. Voilà, et donc il y a une organisation syndicale pas très négociatrice, mais qui est plutôt conflictuelle. Bon, qui la a CGT, mené... pour ne pas la nommer. Je ne vais pas la nommer. Mais c'est moi qui l'ai dit. C'est vous qui le dites. Donc, toujours est-il qu'à un certain moment, ça s'est mal terminé, l'entreprise a fermé. Voilà, donc votre épouse s'est retrouvée au chômage. Elle s'est retrouvée au chômage, tout à fait. Et donc, et moi, j'estimais qu'il y avait d'autres façons de faire. De mener le combat syndical. De mener le combat, parce que j'avais suivi un petit peu. Certes, il y avait des difficultés économiques. Certes, il fallait peut-être faire quelques concessions et l'entreprise aurait pu repartir. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'entreprise a fermé et on a appris que quelques temps après, ils avaient rouvert ailleurs. Et voilà. Voilà, mais malheureusement en toute légalité. Donc, ce qui était possible après devait être possible. Voilà, et ça, c'est mon premier contact avec le syndicalisme. Et je me suis dit, c'est ça le syndicalisme. Je ne suis pas sûr qu'on rende vraiment toujours service aux salariés. Et ça s'en est arrêté là. Et je suis devenu cheminot. Et puis, au bout de 2-3 ans où j'étais cheminot, il y a les lois Auroux qui sont arrivées. Les lois Auroux, c'est celles qui ont mis en place tout ce qui est représentation du personnel à la SNCF, avec les délégués du personnel, les CE, CHSCT. Et là, vous avez eu envie de vous engager à ce moment-là ? Et c'est là que j'ai eu envie de m'engager. En fait, il y a eu un gros appel de militants à la SNCF, parce qu'il y avait plein de postes à pourvoir qui n'existaient pas avant. Donc les organisations syndicales, j'étais déjà syndiqué depuis un petit moment, je m'étais syndiqué plus parce que par responsabilité, en disant je dois apporter aussi un plus aux organisations syndicales, donc je m'étais syndiqué à la CFTC. Et là, d'un seul coup, vous prenez des responsabilités ? Du coup, il fallait du monde sur les listes et je me suis proposé pour être sur la liste. Et puis je me suis retrouvé élu et puis j'ai commencé à faire mon chemin. Vers votre chemin et qui vous a amené à être trésorier aussi, secrétaire général, bien des années plus tard, bien sûr, mais il y a eu un long parcours. Un long parcours, oui. Pourquoi le choix de la CFTC ? Parce qu'il y a tout un panel de syndicats. Je pense à cause de ma première expérience. Je suis un homme de dialogue, j'aime bien discuter, je ne suis pas un homme de conflit. Les conflits, je les règle, mais je n'aime pas les provoquer. Mais d'ailleurs, vous dites, j'ai eu ça dans une interview, qu'on ne se fâche jamais très longtemps avec vous, quoi. Oui, non, mais c'est vrai. Parce que ça ne sert à rien d'être fâché avec les uns et les autres. Autant se parler. Moi, je crois beaucoup au dialogue, mais c'est vraiment l'échange qu'il faut comprendre les autres. Vous avez regardé toutes les organisations syndicales qui existaient à l'époque et vous vous êtes dit quelle est celle qui dialogue le plus, en fait. Non, c'est même pas comme ça. En fait, j'ai côtoyé les délégués des organisations, des unes et des autres. Et puis, par affinité, celui qui avait le discours qui correspondait le plus, et surtout les actes qui correspondaient le plus à mes envies, à ma façon de voir les choses, il se trouve que c'était un délégué CFTC. Avec son équipe. La CFTC aujourd'hui, c'est 142 000 adhérents, 1145 syndicats qui sont regroupés en 14 fédérations professionnelles. Je donne quelques chiffres comme ça pour qu'on se repère. 22 unions régionales, 100 unions départementales et 249 unions locales.
La CFTC, c'est aussi une certaine manière de mener les combats, hein, vous nous l'avez dit. Mais est-ce que pour vous, c'est histoire de vous faire bondir sur votre siège, mais est-ce que le syndicalisme existe encore aujourd'hui? Est-ce qu'il ressemble encore au syndicalisme d'hier? Non, c'est plus le même syndicalisme qu'hier. Je veux dire, on n'est plus au syndicalisme des grandes grèves. Voilà, on est quand même sorti d'une certaine époque, quoi. On a connu les grèves des mineurs, des conditions de travail des mineurs, quoi. C'est quand même autre chose. Les conditions de travail d'aujourd'hui sont autres que ces gens-là connaissaient, quoi. On le voit d'ailleurs, hein. Donc on est dans une deuxième phase du syndicalisme, plus, une deuxième voilà. vie. On affine aujourd'hui. Aujourd'hui, on affine. Les conditions de travail sont malheureusement, pour certains, très mauvaises, hein, qui sont, pour certains, mais très très minimes, hein. On retrouve un peu les mêmes conditions de travail que sont retrouvées dans les mines. Par contre, pour la grande majorité, ça s'est quand même nettement amélioré. Mais quand on regarde ce que fait la CFTC, j'ai vu notamment qu'il y avait un zoom sur les aides soignants, les aides à domicile aussi. Spécifiquement pour vous, on va parler un petit peu des quelques idées, enfin peut-être il y en a plusieurs, mais de quelques idées de la CFTC. C'est ce zoom-là, voilà, ça fait partie des gens, c'est plus les mineurs d'hier, c'est les aides soignants aujourd'hui. Tout à fait, on a des catégories de salariés qui sont maltraités parce que les conventions collectives, c'est des nouveaux métiers, c'est des métiers émergents. Les conventions collectives ne sont pas en place. Donc, il y a quelque chose de pas ajusté, quoi. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas ajustées. Dans ce domaine-là, les patrons sont bien souvent des salariés. Qui connaissent pas le droit, qui connaissent pas, et du coup ça donne lieu à des dérapages. Donc il faut là pour le coup cadrer tout ça, quoi. Remettre une convention collective, s'assurer de la formation, s'assurer aussi de la santé de tout ce personnel, hein, la visite médicale, médecine du travail, tout ça n'est pas en place. Donc là il faut mettre tout ça en place. Oui. Ça, c'est le rôle des organisations syndicales. Quels sont, d'après vous et dans l'ordre que vous souhaitez, quels sont les grands combats pour vous de la CFTC, si vous deviez en donner 3 ou 4, dans votre ordre à vous, hein? Dans mon ordre à moi. Premier combat, c'est concilier le temps de travail avec le temps familial. C'est arrêter d'être contraint par les obligations du travail et ne plus pouvoir s'occuper de sa famille. Oui, la CFTC s'autoproclame le syndicat de la famille. Hein. Voilà, c'est le syndicat. Défense de la famille. Voilà, ça c'est le premier combat, si on peut. Deuxième combat, c'est le partage de la richesse produite. Il faut que les salariés qui produisent cette richesse aient un juste retour. Or, on voit aujourd'hui, et c'est un petit peu la crise d'aujourd'hui, c'est que cette richesse a été répartie d'une façon qui n'est pas juste. La finance a reçu une grande partie, je veux parler des dividendes, je veux parler des réserves des entreprises qui sont placées sur le marché financier, plutôt que de donner une juste part aux salariés et que ces salariés consomment et que fasse marcher la machine économique. Donc ça, c'est vraiment les deux grands combats. Après, c'est les conditions de travail dans l'entreprise. Mais ce que vous dites là, est-ce que les autres syndicats ne le défendent pas aussi? Qu'est-ce qui vous distingue? Parce que je lisais notamment sur un dossier de presse que j'ai reçu de la CFTC que vous étiez le syndicat de la proximité et du service. Et je me disais, tiens, ce sont des jolis mots, mais est-ce que finalement les autres syndicats ne sont pas aussi les syndicats de la proximité et des services? Qu'est-ce qui vous distingue les uns les autres et qu'est-ce qui vous relie les uns les autres? Alors, ce qui nous distingue, c'est certainement notre côté famille. Notre côté de dire, voilà, pour nous... L'accent vraiment mis là-dessus en priorité. J'ai classé mes priorités. D'accord. Je n'ai pas mis la priorité économique en premier. Mais bon, voilà, vous voyez, c'est sorti comme ça. Mais c'est ça qui distingue la CFTC. C'est que la première chose, c'est pas l'économique, c'est la famille, c'est l'accomplissement du salarié, l'accomplissement de l'homme. Voilà, il faut faire en sorte que les salariés puissent vivre leur vie d'homme sans être contraints par leur emploi, ou du moins le moins possible. Et ce qui vous distingue aussi, c'est peut-être que vous utilisez peut-être moins la grève, non, que les autres syndicats. Enfin, en tout cas, c'est un ultime recours chez vous, là où c'est un premier recours chez d'autres. Est-ce qu'on peut dire les choses comme ça ou je me trompe? On peut le dire comme ça. Essayons de négocier, essayons de faire avancer les choses, essayons de discuter. Et quand on a en face de nous un patron qui se moque de nous, parce qu'il y en a, il y a des patrons aussi qui gèrent que par le rapport de force, on y va. On y va. C'est quoi la dernière grève que vous ayez faite, vous, Philippe Louis?
La dernière grève que j'ai faite, j'ai fait les manifestations sur les retraites et tout ça. Sinon, la dernière grève que j'ai faite, alors j'avais plus une période quand j'étais en Alsace, en tant que permanent, en tant que secrétaire du D, où j'avais pas mal de sections à suivre, et dans ces sections, il y avait de réels problèmes. Et les dernières grèves que j'ai faites, ça devait être à un moment où on a fermé une usine de production textile vers Amont. Et bon, voilà, on était devant la porte. Alors malheureusement, moi, j'y étais en tant que salarié de la CFTC, en tant que permanent. Mais les salariés, eux, ils étaient vraiment sur leur gagne-pain. Et voilà, donc mes dernières grèves, je les ai fait à côté de ces gens-là, à essayer à ce que ça dure le moins longtemps possible, que ce soit le plus efficace possible, pour qu'ils perdent le moins de salaire possible, parce que c'est ça aussi la grève. Alors dans cette émission, Philippe Louis, il y a une tradition, c'est la question de VIP à VIP, quelqu'un qui était assis dans ce fauteuil rouge avant vous il y a quelques semaines et qui avait envie de vous poser une question. Et cette personne-là, vous la connaissez évidemment, c'est la grand reporter, enfin l'ex-grand reporter de TF1, Marine Jacquemin, vous savez, qui a construit un hôpital à Kaboul et qui est très très concernée par les autres et notamment par les enfants. Et elle avait envie de vous poser une question, il y a même 2 questions en une. Alors, il va falloir s'accrocher, on écoute la question de Marine Jacquemin. Bonjour Monsieur Philippe Louis, je ne vous connais pas plus que je connais les personnes, les syndicalistes d'une manière générale. Ce que je sais de vous, c'est que moi qui ne suis pas souvent en France, à chaque fois que je rentre ou que je repars, il y a toujours des grèves, quelles que soient les grèves. Alors, mis à part les grèves des infirmières dont je partage la cause et le combat, tous ces gens qui sont souvent dans la rue et qui dérangent le plus souvent des gens modestes, est-ce que, je vous pose la question de savoir, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre manière de perturber les gens à qui vous voulez vraiment vous adresser, autre que mettre les avions collés au sol, les trains qui ne partent pas, enfin, tout ce qui dérange vraiment le gros de la population. Et puis, je voudrais quand même donner à votre réflexion, je sais qu'en France, il y a beaucoup de misère, bien évidemment, mais en Afghanistan, par exemple, une femme m'a dit un jour, 1% de vos droits et de ce que vous possédez suffirait à notre bien-être. Alors je vous pose la question de savoir, est-ce que nous ne sommes pas trop gâtés en France, finalement ? C'était la question de Marine Jacquemin. Les 2 questions, je ne sais pas à laquelle vous voulez répondre en premier, Philippe Louis. Est-ce que plutôt sur le 1% de nos richesses qui suffirait à faire vivre l'Afghanistan, je crois que c'est ce qu'elle a dit, ou d'abord sur les grèves ? Par quoi on commence ? Allez, commençons par la question, est-ce qu'on n'est pas trop gâté en France ? Malheureusement, je dirais oui pour une certaine classe, et je dirais malheureusement non pour une autre classe. Et je pense que c'est tout le problème qu'on a en France. C'est qu'actuellement, on a de plus en plus de salariés qui sont dans la précarité et qui passent dans l'exclusion, parce qu'ils n'ont plus de travail et ils sont exclus. On a de plus en plus de salariés qui vivaient tant bien que mal de leur salaire, qui passent dans la précarité et qui tout doucement risquent de... Donc voilà, c'est ça le drame en France. C'est que actuellement, on le voit avec la crise, on prend des mesures et ces mesures, elles sont aveugles. Ça balaye tout le monde. Dernière fois que j'ai rencontré le ministre du Travail, on parlait d'une des mesures et il me dit « Monsieur Louis, c'est 5 € par personne ». Oui, mais le problème, c'est que 5 € par personne, certains, ça n'a aucune importance, mais d'autres, c'est un mois qui ne se finit pas, c'est à la limite le début de l'engrenage qui va les ramener vers la précarisation, vers... Voilà, donc... Mais ce qu'on dit, c'est que les plus riches deviennent encore plus riches et que les plus pauvres deviennent encore plus pauvres. Et finalement, c'est la classe médiane qui est en train de basculer vers la pauvreté. Par rapport à la question qui est posée, c'est que je dis, bon, elle est la classe médiane, laissons-la où elle est. Mais cette classe médiane, encore une fois, il y en a trop qui glissent dans la précarité, qui glissent dans l'exclusion. Prenons garde à ça. Et par rapport à la première partie de la question de Marine Jacquemin, qui était, voilà, bon, vous avez dit, nous, on prône le dialogue en premier, quand il faut monter au front, on y va, on fait la grève, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une troisième voie, c'est un peu ce que dit Marine Jacquemin, une troisième voie pour se faire entendre sans que ça bloque non plus une bonne partie de la France, quoi. Je pense qu'il y a une troisième voie. Ce serait quoi? Alors, déjà, un petit peu de modernité, quoi.
on est comme moyen d'action, les organisations syndicales, n'ont que les moyens, c'est ce qu'on disait en début d'émission, n'ont que les moyens de la grève, de la pression. Il y a d'autres moyens qui commencent à émerger. Comme quoi, on le voit comme Internet. Mhm. Pourquoi ne pas, regardez, là il y a une manifestation qui est prévue. Pourquoi ne pas faire en sorte qu'il y ait une pétition Internet qui soit relayée par tous les salariés avec la crise? Pourquoi ne pas demander aux salariés de faire remonter leurs difficultés ou de nous dire s'ils se sentent menacés dans leur emploi, s'ils n'arrivent plus à finir leur fin de mois? On pourrait très bien avoir comme ça des modalités où on se sert d'Internet. Mais c'est un poids suffisant, le fait, parce que ça n'arrête pas les productions, ça ne fait pas perdre d'argent à ceux qui dirigent ces entreprises. Oui, voilà, donc est-ce que ça aurait assez de poids, ces signatures virtuelles et réelles à la fois? Moi, je suis persuadé qu'on n'est pas obligé de faire mal pour faire avancer les choses, quoi. C'est vrai que s'il faut aller toucher au portefeuille des patrons et que la seule façon d'y toucher, c'est de leur faire perdre de l'argent en perdant soi-même, bon, c'est un petit peu... Et en plus, on l'a vu dans la question, en plus, en obligeant quelques milliers ou quelques millions de Français là, à revoir... Il faut trouver d'autres moyens d'action. Vous vous rencontrez, j'imagine, entre dirigeants de syndicats de différents pays. Vous avez des rencontres pour échanger comme ça sur vos moyens d'action, vos manières de faire, sur les conséquences que ça peut avoir. Vous passez du temps à ça depuis que vous êtes président, là, depuis un mois, de la CFTC? Je n'ai pas eu trop l'occasion encore de me consacrer à l'international. Mais ça fait partie de vos prérogatives. Ça fait partie des prérogatives, oui. Mais bon, voilà, dans les autres pays, il n'y a qu'à regarder comment ça se passe. Regardez en Allemagne, il n'y a pas trop de grève. Par contre, quand il y a une grève, les revendications sont lourdes et peuvent paraître même démesurées. Et pourtant, la grève est suivie et généralement, ça marche. En France, trop de grève tue la grève. En gros, oui, je pense. Oui, trop de grève tue la grève. Et il y a d'autres moyens d'action. Mais il y a surtout, encore une fois, le dialogue, quoi. Et il faut être adulte, il faut discuter, mais il faut pour ça qu'il y ait une réelle envie de faire avancer les choses. Alors le père Geoffroy Marie, qui intervient dans cette émission régulièrement, qui est donc prêtre et moine de la communauté Saint-Jean, a bien noté que CFTC signifiait Confédération française des travailleurs chrétiens. Et donc il a une question à vous poser, une question tombée du ciel. Bonjour Philippe. Nous savons que la CFTC est porteur de valeurs évangéliques et dans le contexte d'aujourd'hui, de cette crise profonde, tant au niveau économique, financier que social, notre société a besoin d'espérance. Pour vous, quelle est la mission première de la CFTC et en quoi elle peut être prophétique dans le monde d'aujourd'hui ? Quelle est la mission première de la CFTC? On y a peut-être répondu, mais en quoi peut-elle être prophétique en rapport avec ces valeurs chrétiennes et dont nous allons évidemment parler maintenant? Mais je pense justement c'est en mettant, encore une fois, ces plus démunis, en essayant vraiment de ne pas les laisser de côté, quoi. On ne peut pas se permettre de perte. Une seule personne qui se retrouve exclue, c'est inadmissible. Voilà, c'est ça la CFTC. Il y a tout un tas de catégories de salariés là qui sont très très maltraités. On voit les familles monoparentales, on voit. Voilà, la CFTC est là-dessus, quoi. On est vraiment à l'écoute et on essaye de faire avancer les choses pour ces gens-là, quoi. C'est ça notre. Vous êtes allé à la CFTC aussi pour les valeurs évangéliques? Pour la morale sociale chrétienne, oui. Pour la morale sociale chrétienne, oui. Ouais. Vous situez comment, vous, au niveau de la foi? Je crois que vous êtes croyant, pas forcément pratiquant. Hein. Je ne suis pas pratiquant, je suis croyant, oui. Je crois en l'homme, je crois qu'il y a quelque chose qui nous relie tous et que de ce fait-là, voilà, on se doit, chaque fois qu'on a un acte, de faire attention que ceux qui sont avec nous, en face de nous, même ceux qu'on ne connaît pas, ne soient pas lésés par ce qu'on fait. Ah, vous croyez en l'homme, mais vous croyez en Dieu aussi? C'est Dieu qui nous relie, je pense. Pour moi, c'est ça, quoi. C'est ça la spiritualité. J'ai pas compris si c'était oui ou si c'était non. Mais c'est oui, oui. voilà, c'est lui qui nous relie, c'est tout à fait, oui.
Et quelle éducation vous aviez reçue, vous, enfant, par rapport à la religion? Est-ce qu'il y en a eu une ou pas? Ah oui, oui, j'étais au catéchisme, j'ai fait ma communion, oui, tout à fait, oui. Et vous en avez gardé quelque chose, précisément de l'ordre de la foi? Oui, oui, bien sûr. Voilà, ça m'a construit. Voilà, c'est plus les personnes que j'ai rencontrées. C'est tout ça. C'est ce parcours-là qui m'a construit. C'est le parcours plus que ce que j'ai pu en retenir. Parce que c'est vrai que quand on est gamin, bon voilà, on retient un certain nombre de choses, mais voilà, on forge son caractère à ce qu'on vit, quoi. Et je pense que tout ça, oui, c'est ça qui fait que je suis comme je suis aujourd'hui, je pense. Et vous étiez quel genre de petit garçon quand vous étiez petit, Philippe Louis? Allez, si je vous dis que j'étais dissipé, vous n'allez pas me croire. Non. Non, j'aurais dit timide, peut-être pas timide, mais réservé en tout cas, et sage, je sais pas. Pas du tout. Pas du tout. Ah, pas Alors du vous tout. étiez comment? Vraiment dissipé? Vraiment dissipé. Ah ouais. Ah oui. D'accord. Oui, vous voyez comme quoi c'est bizarre. Non, mais c'est drôle. D'accord, dissipé. Et j'imagine bien que petit, vous ne pensiez pas être un jour président de la CFTC. Vous aviez envie de faire quoi? Comme tous les gamins, médecin, avocat, voilà. Les gamins, ils veulent être médecins et avocats. Non, moi j'aurais dit Moi, je pompier sais ou pas, policier, pompier. mais Ah ben non, vous voyez, moi j'étais Vous plus étiez sur, déjà dans l'ordre de la j'étais plus, justice, vous, hein? Plutôt, voilà. et vous avez été élevé dans quel contexte familial? Enfin voilà, que vous avez vos parents, vous aviez des frères et sœurs. Enfin, ça se passait comment chez les Louis? Alors, chez les Louis, c'était un père cheminot, D'accord. Ah oui, d'accord. une maman au foyer et un frère. D'accord. Voilà, et tous les 4 ans, une nouvelle ville. Tous les 4 ans, une nouvelle ville, parce que papa Une nouvelle était ville, parce que papa était muté. Voilà. était muté. Voilà. D'accord. Jusqu'à l'arrivée Jusqu'à l'arrivée en Alsace. en Alsace, où vous êtes particulièrement enraciné. Oui, j'y suis depuis 68, je m'y suis marié avec une Alsacienne. Et D'accord. j'y vis depuis, oui. Et ça, c'était important pour l'intégration de se marier avec une Alsacienne. Ce serait quoi C'est obligatoire, je pense. C'est obligatoire. Oui. Ah d'accord, c'était ça. Il y a des codes en Alsace, il faut comprendre. Ce serait quoi l'odeur de votre enfance? L'odeur de mon enfance, la nature, l'herbe, le printemps, voilà, ces natures de printemps. Vous étiez plutôt un petit campagnard alors? J'étais pas campagnard, mais dans des petites villes, dans les banlieues de petites villes, quoi. Donc oui, très près de la nature, toujours. Et vous étiez bon élève? Vous pouvez le dire, il y a prescription. Vous étiez bon Allez. élève ou pas? J'ai été bon Jusqu'à la élève. grande maternelle, ça a été. Un Après, petit peu- c'était un plus petit peu- compliqué. Un petit peu plus loin. Et après, ça s'est un petit peu gâté. Mais C'est ça, un petit peu gâté. Voilà. Ouais. Et avec toujours le désir de faire comme papa? Enfin, vous étiez, Ah non, vous c'était étiez dans pas- l'administratif ou comme Oui, oui, cheminot? oui, oui. Ouais. Alors, et lui, il faisait quoi particulièrement, votre papa? Lui était plus côté comptabilité, Plutôt, d'accord. mais il était aussi administratif. Mais il y avait l'idée de, voilà, papa est cheminot, moi je serai cheminot. Pas du tout, non. Non, pas du tout. Non, non, concours de circonstances, voilà, qui fait que ça s'est trouvé comme ça. Non, non, c'était plus. Je me suis marié jeune, j'ai eu un enfant jeune, Jeune, c'est quel âge 20 ans. pour vous? Ah oui, c'est jeune. 20 ans, On est c'est d'accord jeune, hein. sur jeune. D'accord. D'accord. Non, on est d'accord. Il fallait vraiment vite Voilà. s'intégrer en Alsace. Voilà, donc 20 ans, voilà, donc besoin de stabilité, besoin d'assurer ma famille et une place à la SNCF, pas de problème. Et quel est cet objet, j'allais dire étrange, mais ça n'a rien d'étrange, puisque c'est un galet, un caillou que vous nous avez C'est un caillou, amené, ouais. Philippe Louis? C'est un caillou. Oui, excusez-moi de vous dire ça, il est joli, votre caillou, mais il est très banal. Il est joli, mais il est banal. Bah oui. Montrez-le moi, attendez, vous ne pourriez pas vous en tirer comme ça. Voilà. Il est ramassé sur une plage, non? Ou sur, Oui, oui, il est ramassé. En Alsace? Pas en Alsace, pas du tout. Pas du tout. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, ce Alors, caillou, qu'est-ce pour que qu'il ce a soit l'objet que vous avez décidé de nous amener? Alors, à chaque fois que je vais à l'étranger, je ramasse un caillou. L'Alsace, c'est pas l'étranger, hein? Non, non, mais celui-là vient pas d'Alsace. Ah, Je vais d'accord. vous dire après d'où il vient. D'accord. Donc voilà, je Vous ramasse un ramassez un caillou caillou, dans ouais. chaque pays où je vais. Mais celui-là est un peu particulier parce que celui-là, il vient de Cuba. Donc vous voyez, il vient de loin quand Il fallait même. me le dire, sinon j'aurais pas deviné. Non, vous ne pouvez pas le deviner. Il vient de Cuba, mais je l'ai pris parce que bon, vous m'avez demandé de ramener un objet. C'est pas Ouais. facile De faire un choix? de faire un choix. Et puis il se trouve que ce week-end, j'ai revu ce caillou et je me suis dit tiens, je vais prendre ce caillou. En fait, ce caillou, c'est des vacances passées à Cuba,
mais c'est plus les circonstances qui m'ont amené à aller passer des vacances à Cuba que j'ai envie de vous raconter. Racontez-nous ça. C'est mystérieux, j'adore. C'est mystérieux. Hein. J'ai mon fils qui a fait des études et qui a vu que, bon, à l'époque où il a fait des études d'ingénieur, et la période où il a fait ses études, c'était une période un petit peu difficile parce que mon épouse était au chômage et que voilà, et ça a demandé pas mal de sacrifices. Pour qu'il puisse faire Pour ses qu'il études. puisse faire ses études. Voilà, il est parti de Strasbourg, il a fallu prendre un studio, Et donc, à la fin de ses études, quand il a eu son diplôme, son premier salaire, il l'a réservé pour me payer, enfin, à mon épouse et à moi-même, un voyage. Et il nous a ramené un billet pour Cuba sur son premier salaire. Vous voyez, voilà. Donc, il y a des gamins qui pensent que leur premier salaire, ils vont... Lui, ça a été s'acheter une voiture. Lui a consacré son salaire à nous envoyer en vacances. Mais c'est drôlement émouvant, ça. C'est émouvant, hein. Ah ouais. Voilà, donc en voyant ce caillou, je me suis dit, voilà. C'est la belle histoire du fils qui aime ses parents. Je pense, oui. Tout simplement. Et Ouais, vous avez fait quoi alors à Cuba? C'était la fête pendant 15 jours. Quoi. C'était des merveilleuses vacances parce que Cuba est un merveilleux pays. Avec, voilà. Et en plus, les plages et la visite de Cuba, c'était magnifique. Vous avez fait d'autres grands voyages comme ça? Un petit peu, mais je fais de la plongée sous-marine. Donc voilà, un petit peu l'Égypte, un petit peu la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique. Qu'est-ce qui vous plaît dans la plongée sous-marine? Qu'est-ce que vous allez chercher dans ce sport-là? Parce que c'en est un. Il ne faut pas croire que c'est très épuisant la plongée sous-marine. C'est magnifique. Alors, le dépassement de soi-même, parce que c'est vrai que ça peut paraître tout à fait anodin d'aller se promener sous l'eau. Une fois que vous avez fait vos premiers cours et qu'on vous a expliqué tout ce que vous risquiez une fois que vous étiez en dessous et ce qu'il ne fallait pas faire, ça demande une maîtrise de soi. Donc ça, voilà, ça me plaît de me retrouver 20 mètres en dessous et savoir qu'on ne peut pas remonter comme ça et qu'il faut gérer, quoi qu'il arrive. Il y a du risque à gérer. Il y a du risque à gérer et vous êtes tout seul. Vous êtes tout seul et vous vous assumez complètement. Donc ça, Attendez, voilà. vous nous parlez de vos rencontres avec le ministre du Travail là, ou de la plongée sous-marine? Il y a des mais c'est pareil, hein. il y a peut-être, voilà, vous voyez, c'est peut-être un peu le parallèle. Tout dépend de la grosseur de la bouteille d'oxygène dans le dos. Hein. Voilà, tout à fait. Et puis après, bon, se retrouver sous l'eau avec ces poissons, avec cette vie là qui est plus qu'harmonieuse, hein, une vie. Donc voilà, c'est magnifique. Qui vous fait envie, que vous avez envie de remonter à la surface, cette vie harmonieuse. Ouais. Les côtés contemplatifs, quoi. Tout à fait. Alors Comme quoi ça peut exister et on se demande pourquoi ça n'existe pas en haut, quoi. Alors oui, justement, puisque vous parlez d'en haut, moi je sais que vous êtes aussi un passionné de modélisme. Oui. Donc il y a des choses qui se passent sous l'eau, il y a des choses qui se passent dans l'air. Passionné de modélisme, c'est né comment cette passion? C'est tout petit déjà? Non, pas tout petit. Loisir, voilà, loisir. Donc modélisme, on construit son avion. Et après, Construit on le fait son voler. avion ou sa voiture, oui, et ensuite on D'accord. fait voler, on fait rouler. En essayant de ne pas se scratcher. En essayant, oui. On continue de parler de modélisme et non pas de ses rencontres avec le ministre du Travail. Il faut que les gens suivent, hein, parce qu'on peut se scratcher un peu partout. Et Voilà. à tel point quand même que quand vous avez quitté la SNCF, vous avez monté une entreprise Oui, j'ai de monté un modélisme. commerce de modélisme, oui. Un tout à commerce, fait. oui, qui a bien Oui. marché. Qui a bien marché, oui. J'ai tenu ce commerce pendant 5 ans. Mhm. Après, j'ai un concurrent qui s'est ouvert pas très très loin, Ah, dommage. qui avait beaucoup plus de moyens que moi. Encore Donc dommage. voilà, on a discuté et il a repris mon fonds de commerce et je suis passé à autre chose. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que vous allez chercher dans cette passion-là? Alors cette fois-ci qui vous emmène en l'air. Enfin, il y a cet appel au ciel, en ciel ou à terre, hein, comme si c'est des voitures. Voilà, c'était plus le bricoleur là qui. Le côté minutieux de la Le chose. côté minutieux, voilà. Côté de bricoler. Le technicien, Voilà. le spécialiste des dossiers, comme à la CFTC. Pareil. Bah, tout se Toujours, tient. Hein. tout se tient. Tout oui. se tient dans Tout votre vie, revient, c'est- voilà, c'est- Il y a une passion comme ça dont vous nous avez pas encore parlé, qu'on puisse explorer une troisième voie, non? La Il y a fameuse troisième voie de peut-être, Marine Jacquemin. ça va peut-être me venir. On va voir. Je sais pas. Peut-être, oui. Est-ce que vous avez une devise dans la vie, Philippe Louis? Est-ce qu'il y a une phrase que vous aimez particulièrement bien, que vous répétez à l'envi parce qu'elle vous tient debout, ou qu'elle vous donne du courage, ou que vous l'avez retenue tout simplement? Peu importe d'où elle est issue, hein, cette phrase, mais pas spécialement? Non, peut-être pas une devise, mais faire attention aux autres. Voilà. Regarder autour de moi pour voir si les gens sont bien. Oui, ça pourrait être ma devise. D'accord. Alors j'ai une question piège pour vous.
c'est un peu que ça depuis le début, mais Oui, quand même. il y a eu un congrès triennal de la CFTC le mois dernier et il y avait 3 verbes qui étaient à l'affiche. Je vous l'ai dit, vous voulez nous le dire, mais il y avait résister, Innover, innover convaincre. et convaincre. D'accord? Oui, je me Donc souviens ça, c'était pour la encore, hein. CFTC. Vous en souvenez quand même, heureusement, en tant que nouveau président. Maintenant, on va les rapprocher de votre vie à vous. La dernière fois que vous avez dû vraiment résister, c'était pourquoi? La dernière fois que j'ai dû vraiment résister, bah écoutez, honnêtement, là, je suis... Est-ce que c'était sur le plan de la santé? Est-ce que c'était résister à une envie de pleurer, résister à un fou rire, résister à... Bah, plutôt à la colère? alors, plutôt un fou rire que... Voilà, parce que l'état de santé va très bien. Oui, parce que vous Jamais- êtes un grand sportif, vous courez tous les jours. Pas tous les jours, Pas tous les tous les- week-ends. Tous les Ah, week-ends. tous les week-ends. Tous les week-ends, oui. Ah. Côté santé. Non, c'est plutôt, oui, résister à un bon fou rire, oui. Vous voyez, D'accord. comme quoi, pas sans rire, mais voilà, oui. Alors, on n'est plus avec le ministre du Travail. Hein. J'espère que les gens suivent, parce que, d'accord, c'est d'accord. Vous avez un côté pince sans rire comme ça. Ouais. Innover, la dernière fois que vous avez innové dans votre vie, c'était à quel propos? Ah là, il y a peut-être plus. Innover, bah, j'aime bien, j'aime pas les choses qu'on répète, voilà. J'aime bien à chaque fois qu'il faut refaire quelque chose, repartir à zéro et essayer de faire un petit peu autre chose. Alors dans mes anciennes fonctions de trésorier, où voilà, il y avait à moderniser l'organisation, ne serait-ce que pour les fichiers, toute cette partie administrative, à mettre en place un intranet. Voilà, donc ça j'aime bien, oui, innover. J'aime Ouais. pas répéter bêtement. J'aime bien. Allez, d'un congrès à l'autre, c'est pareil. À chaque fois que j'ai eu on reprend pas ce qui s'est fait, on repart On à fait quelque chose zéro de nouveau. et voilà. Et trésorier de la CFTC, vous n'avez pas dû vous faire que des amis. Hein. Trésorier, de manière générale, c'est un poste un peu sensible quand même. Hein. Peu importe de quoi on est trésorier. Hein. Bah, bizarrement, je me suis pas vraiment fait d'ennemis parce qu'encore une fois, je pense qu'en expliquant, voilà, les gens comprennent qu'on peut pas faire n'importe quoi. Et non, en tant que trésorier, je pense qu'au contraire, j'ai pas de soucis. Alors, on a dit résister, innover, convaincre. La dernière fois que vous avez que vous vous êtes mis à convaincre quelqu'un, c'était sur quelle idée? C'était pourquoi? C'était comment? C'était que ce soit dans votre vie privée ou plus publique, hein, comme président de la CFTC, Philippe Louis. Bah, c'est pratiquement mon quotidien, hein, d'essayer de convaincre Ouais. sur. Alors après, qu'est-ce Convaincre votre que. épouse qui fait qu'elle voulait être président de la CFTC. Non, je Elle peux est pas trop à la démissionner. non, je peux trop à la convaincre. Voilà, elle me laisse accomplir mon Votre- destin, ma Alors. route, sans trop. La dernière fois qu'il a fallu convaincre, je veux un exemple précis, peu importe le thème. Allez, la dernière fois où c'était vraiment fort, allez, ça date pas d'hier. C'est pas grave. Ça date D'avant-hier. un petit peu plus quand même. Le Avant, CNE. avant-hier. Le CNE, CPE, vous savez, Le l'époque, CPE, oui, où ça remonte un peu, le CPE, oui. contrat nouvelle embauche. Bien sûr, ça a déjà quoi 5 Là, oui, c'était 2003. Ah oui, et c'est ça, 5 ans. Ouais. 2003-2004, c'était Ça fait même plus que ça, c'était Borloo qui était ministre du Travail. D'accord. Et je me vois une séance de travail justement avec Borloo, à essayer de le convaincre qu'il fallait pas qu'il mette en place ce CNE. Et je me vois encore lui dire, M. Borloo, c'est pas possible, vous ne pouvez pas donner votre nom à cette loi. Et ça s'est jamais appelé, d'ailleurs, les lois Borloo, ça s'est appelé le CNE. Et puis voilà, c'était un moment fort où je pense que j'avais presque convaincu. Malheureusement, je pense que le Premier ministre de l'époque, lui, n'a pas réussi à le convaincre. Donc on a vu le CNE arriver, et qui a été d'ailleurs retiré quelques années après, comme quoi... Voilà, mais là c'était un moment fort. Un moment fort, Mais je en tout pense cas, de votre que, vie. je ne sais pas si M. Borloo s'en souvient encore, mais ça l'avait troublé. Là, on s'achemine pour l'année qui vient, 2012, vers des élections présidentielles. J'espère que je ne vous apprends rien, évidemment. Qu'est-ce que vous auriez, si vous aviez tous les candidats là en face de vous? Il y a pléthore de candidats. Hein. Dominique de Villepin s'est déclaré il y a peu. Qu'est-ce que vous auriez envie de... Là, ils sont tous devant vous, là, tous ces candidats de tous les partis, même les plus petits et les plus gros. Vous avez envie de leur dire quoi, vous, en tant que président de la CFTC? Je leur poserai une question, je leur demanderai, vous allez être président, vous allez être soumis à des pressions. Une présidente? Une présidente aussi, oui, tout à fait. Vous allez être soumis à des pressions. Les pressions seront financières,
de ce monde financier. Et les pressions viendront de votre peuple. Laquelle des deux pressions va emporter vos décisions, quoi. Et je pense que c'est ça le problème d'aujourd'hui. C'est voilà, faire le grand écart entre les deux, finalement. entre les deux, c'est répondre aux pressions d'un côté et malheureusement pas toujours répondre aux pressions de l'autre côté. Vous avez plutôt quoi, de l'admiration pour les politiques ou plutôt, enfin, vous vous situez comment par rapport à ces gens-là ou... Oui. Plutôt d'admiration quand même. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils sacrifient leur vie. Parce qu'ils sont, contrairement à l'image qu'on peut avoir, ce sont des gens qui sont 24 heures sur 24 politiques. Généralement, ils n'ont plus vraiment de vie de famille, ils n'ont plus de vie tout court. Voilà, leur vie, c'est la politique. Donc quelqu'un qui donne sa vie pour la politique, bon voilà, même s'il y a quelques compensations, c'est autre chose. Mais c'est l'engagement, ce sont des gens qui s'engagent, quoi. On ne le fait pas que pour la gloriole, on ne le fait pas que pour la carte de visite, on le fait pour faire avancer les choses. Alors vous avez eu la gentillesse d'amener un texte, comme on le demande à chaque invité, mais tous les invités ne le font pas. Ce n'est pas forcément une demande facile. Alors je suis dans la découverte totale. C'est comme avec le caillou de Cuba. Je ne sais pas sur quel texte vous êtes parti. J'aime bien quand les invités ne veulent pas dire, ça fait des surprises. Est-ce que vous voulez bien nous dire de quel texte il s'agit et pourquoi vous avez choisi celui-là? Et voilà. Alors, le caillou de Cuba, il nous embête. Le voilà. caillou, voilà. Donc en fait, c'est un texte Socrate. Ah oui, Socrate. C'est chercher les Grecs anciens. Alors, Les Grecs anciens, tout à fait. Quelqu'un vient un jour trouver Socrate et lui dit « Sais-tu ce que je viens d'apprendre sur ton ami ?» « Un instant, répondit Socrate. Avant que tu me racontes, j'aimerais te faire passer le test des 3 tamis. Le premier tamis est celui de la vérité. As-tu vérifié si ce que tu veux me dire est vrai? Non, j'en ai simplement entendu parler. Tu ne sais donc pas si c'est la vérité. Essayons de filtrer en utilisant un autre tamis, celui de la bonté. Ce que tu veux m'apprendre sur mon ami, est-ce quelque chose de bon? Ah non, au contraire. Donc, continua Socrate, tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui et tu n'es même pas certain qu'elles soient vraies. Bon, tu peux encore passer le test, car il reste un tamis, celui de l'utilité. Est-il utile que tu m'apprennes ce que mon ami aurait fait? Non, pas vraiment. Alors conclut Socrate, si ce que tu as à me raconter n'est ni vrai, ni bien, ni utile, pourquoi vouloir me le dire? Ah oui, c'est un peu quoi? C'est votre profession de foi? C'est affiché dans votre bureau en 4x3? Oui, c'est un peu ma philosophie, c'est que voilà, il faut être vrai, quoi. Il faut arrêter de se raconter des histoires. Si on veut avoir un vrai dialogue, il faut aller à l'essentiel. Il faut éviter de rapporter des choses qui n'en valent pas la peine. Il y a des salariés qui souffrent actuellement. Il faut parler de ces salariés-là. Il faut, encore une fois, ne pas faire l'amalgame parce qu'on loupe et il y a trop de salariés qui passent actuellement dans la précarité, dans l'exclusion. Est-ce que le fait que vous ayez été cheminot et fils de cheminot, ça crédibilise votre discours auprès des militants CFTC et puis auprès du grand public? Oui, bon, c'est vrai que cheminot, beaucoup les envient en se disant ils ont. Mais bon, moi j'en suis. Ils ont la prime de charbon. Ils ont la prime, tout un tas de voilà, choses, ils ont la retraite à 55 ans. Voilà. Mais bon, voilà, ils font aussi leur métier, ils font aussi. Voilà, ils ont aussi fait le choix à un certain moment d'avoir une carrière de cheminot, parce que moi je sais de quoi je parle. J'étais cheminot pendant 13 ans. Si j'en suis parti, c'est parce que j'ai estimé que le déroulement de carrière qui m'était dévolu ne me correspondait pas. Pour moi, je valais mieux que ce qu'on m'offrait là, donc je suis allé voir ailleurs. Dans le modélisme, avec votre Dans magasin le modélisme, de modélisme, dans un voilà. premier temps, voilà.
Et donc voilà, oui, on peut être cheminot et puis voilà, et puis bosser et être tout à fait crédible en tant que syndicaliste. Alors, Philippe Louis, nous allons passer à la dernière partie de cette émission. Jusqu'ici, mes questions étaient un petit peu gentilles. Oui, Oui, facile. facile. Ah, très facile. Alors, on va passer aux questions inattendues maintenant, le questionnaire inattendu. On y va crescendo comme ça se corse, et après, je vous assure, les invités sortent de l'émission, ils sont mais épuisés. C'est un enfer. C'est un enfer. Allons-y. Vous êtes prêts? Alors, le questionnaire inattendu. Philippe Louis, qui ne peut-on, alors réfléchissez bien à ce que je veux dire, qui ne peut-on vous soupçonner d'admirer? Quelqu'un que vous admirez et on ne le sait pas du tout. Ça colle peut-être pas avec l'image qu'on a de vous, que sais-je. Quel que soit le domaine, hein, politique, artistique, sportif, que sais-je. Ça, c'est la colle. Ça, c'est une colle. C'est une colle parce que j'ai beaucoup de monde que j'admire, des sportifs, parce que je suis sportif et je sais ce qu'ils endurent, voilà, des Sportivement, politiques. vous admirez qui, par exemple? Sans donner un nom en sport. Sportivement, qui est-ce que j'admire? Les cyclistes. François Fillon, pour moi, était un grand Fillon. François Fillon. Fillon. C'est très drôle, j'aime beaucoup le lapsus. Le Premier ministre vient d'apprendre qu'il était un grand sportif, mais en tout cas, il a beaucoup d'endurance. Oui, oui. Voilà. Laurent Fignon, peut-être. Laurent Fignon, pardon. Laurent Fignon, oui. Oui, lapsus. Bien révélateur. Et puis qui a lutté contre la maladie longtemps, Laurent Fignon. Voilà, tout à fait, un courage extraordinaire. Donc, sportivement, on va dire Laurent Fignon. Politiquement? Politiquement, je veux pas vous donner de nom parce qu'il y en a beaucoup. Encore une fois, c'est l'engagement. C'est pas voilà, il y en a beaucoup qui sont engagés. Donc vous n'avez pas envie de vous mouiller de ce côté-là, ok. Vous avez tout compris. Artistiquement, beaucoup de. J'ai pas d'admiration particulière pour un artiste. Je trouve qu'il y en a beaucoup il y en a trop qui font vraiment leur métier avec beaucoup d'âme et voilà. Quelle est la chanson qui vous parle particulièrement? Celle que vous allez vous mettre pour vous donner la pêche ou pour vous remonter le moral ou qui vous accompagne depuis longtemps ou plus récemment? Est-ce qu'il y a une chanson particulièrement qui vous plaît? Là, c'est pareil, mais je suis resté très années 80, donc il y en a beaucoup. Voilà, je suis les chansons de mon enfance, mais bon, selon que je les j'écoute pas, voilà. Un peu tout ce qui passait dans les années 80. Oui, mais dans les années 80. Que ça soit Johnny Hallyday, que ça soit voilà, il y en a plein. Donc mais Johnny Hallyday. Pas Johnny Hallyday, mais oui, certaines chansons me plaisent bien, mais bon, je suis pas non plus un fan de. Un fan absolu. Un fan absolu, je crois que quelqu'un de mesuré en tout. Mesuré en tout, voilà. J'ai pas de fan absolu, non. Si vous deviez rester coincé dans un ascenseur pendant 4 heures avec quelqu'un, ce serait avec qui? Le ministre du Travail. Ah non. Au moins, la réponse a jailli du cœur. Non, avec. Là, c'est pareil. Là, j'ai du mal à vous sortir des noms comme ça, parce qu'il y a. Je dirais quelqu'un qui va avoir. Soit qui va avoir envie de m'écouter et à qui je vais pouvoir. Soit quelqu'un qui va pouvoir m'apprendre quelque chose. D'accord. Voilà. Pas de nom prédéfini. Non, je sais pas. Si vous pouviez rester quelques minutes avec le petit garçon que vous avez été, vous lui diriez quoi, ce petit garçon, aujourd'hui, en vous retournant avec l'expérience de vie que vous avez aujourd'hui, vous auriez envie de lui dire quoi, ce petit garçon? Petit Philippe Louis. Vas-y, la vie est belle. T'en fais pas, tout ira bien. Voilà, et peut-être lui dire, bon, voilà, peut-être que si tu vas un petit peu plus loin dans tes études, ça ira un petit peu plus vite, mais même pas parce que, voilà, je lui dirais, bon, allez, vas-y, parce que ça vaut le coup, il y a plein de bonnes choses, voilà, il y a, voilà. Et lui, il vous dirait quoi en retour? Si vous regarde, il regarde l'adulte qu'il est devenu, ce petit garçon, à votre avis, il dirait quoi?
Il est fier, il n'est pas fier, il est content, il est soulagé, il est comment? Il s'en fiche? Non, je pense qu'il serait fier. Il serait fier, il serait content de... Voilà, il serait fier. Oui. Il serait C'était fier. quoi votre plus gros échec dans la vie, Philippe Louis? Plus gros échec, j'ai pas vraiment... Bizarrement, j'ai pas vraiment eu d'échec. Tant mieux, hein, j'ai toujours su, voilà, avoir aussi des envies ou des attentes qui soient réalisables. J'ai jamais essayé de regarder. Voilà, et les choses sont toujours venues. J'ai toujours commencé quelque chose et j'ai toujours terminé ce que j'ai commencé. Et si je l'ai pas terminé, c'est parce que, voilà, à un certain moment, j'ai décidé de ne pas terminer et de passer à autre chose. Mais pas d'ambition démesurée? Pas d'ambition démesurée, mais bon, c'est un petit peu comme devenir président de la CFTC. C'est pas par ambition, c'est bon, voilà, par envie de le faire, pour apporter quelque chose, mais pas, voilà, c'est pas une réussite dans le sens où, voilà, je suis arrivé à devenir quelqu'un. Non, c'est pas ça du tout. Tout commence là. Tout commence, voilà, c'est faire ses preuves sans arrêt, c'est avancer, voilà, mais c'est captivant, ça apporte énormément de choses, c'est formidable, oui. Je suis là devant vous aujourd'hui, alors que je n'y serais jamais, voilà, venu s'il n'y avait pas eu ça, c'est formidable. C'est une sacrée récompense de venir dans VIP. J'espère Ah, que vous mesurez. Qu'est-ce que vos parents vous ont transmis comme valeur? Est-ce qu'il y a une valeur spécifiquement? Le respect de l'autre. Je crois que c'est ça, quoi. C'est le respect. Voilà, on regarde avant d'agir pour pas. C'est Socrate, quoi. C'est les trois tamis: vérité, voilà, vérité. Bonté, enfin le bien, et l'utilité. Et l'utilité, oui. C'est quelque chose que vous faites naturellement, cette histoire des trois tamis, parce que Dieu sait que quand on est président de quoi que ce soit, mais notamment d'un syndicat, il y a une multitude d'infos qui vous arrivent. Et est-ce qu'à chaque fois vous dites, alors attends, vérité, bonté, utilité? Je le fais. Malheureusement, je ne peux pas toujours le mettre en application, parce que, ben voilà, mais bon, j'essaye quand même oui. J'essaye d'y arriver. J'essaye de concilier les choses pour pouvoir y arriver, oui. Vous avez 2 fils? J'ai 2 fils, oui. Et qui sont papa, eux aussi. Enfin, voilà, la filiation. J'en ai un qui est papa, l'autre pas encore. Ah, pas encore. Ah, c'est le même qui a les... C'est le même qui a les... Qui a les deux enfants. D'accord. Donc la filiation est assurée. Est-ce que la notion de transmettre pour vous est importante? Est-ce que vous avez essayé de faire passer quelque chose que vous avez pu comprendre de la vie à vos fils et aujourd'hui aux petits-enfants? Je ne sais pas si j'ai cherché à leur faire passer quelque chose, j'ai plus vécu avec eux. J'ai toujours organisé ma vie par rapport à ma famille, par rapport à mes fils. Quand j'étais cheminot, voilà, je terminais le soir à 4h30, c'était bien, j'allais chercher à l'école, c'était formidable. Je passais, voilà, une fois qu'ils ont passé l'âge, qu'ils avaient plus besoin de moi auprès d'eux, qu'ils avaient besoin de plus de moyens, ben, j'ai changé d'orientation. J'aurais donné un peu moins de temps et un peu plus de moyens pour qu'ils puissent. Voilà, j'ai toujours fait ma vie en fonction de mes enfants. Voilà, donc ils m'ont vu vivre, ils ont vécu avec moi, et je pense que la transmission, c'est regardez-moi et puis faites-vous votre idée. Est-ce que voilà, vous me voyez agir, vous voyez mes réactions, vous voyez ce que ça provoque? Ben voilà, après vous décidez, est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire ou est-ce que c'est pas la bonne méthode? Philippe Louis, dans quelques jours, c'est la nouvelle année. Oui. On va passer en 2012. Qu'est-ce que vous avez envie de souhaiter aux Français qui nous regardent, qui nous écoutent? Quels seraient vos vœux en tant que Philippe Louis et en tant que président de la CFTC? Vous allez faire un message de vœux en plus. On va faire un message de vœux. Regardez, oui, je vous le fais le préparer là. Ce sera déjà ça de fait. Tout à fait. Mais le message est prêt. Alors, je peux vous donner le message officiel de la CFTC. Voilà. On vous souhaite de prendre vos vies en main, contre vents et marées. C'est-à-dire qu'on demande aux salariés de se prendre en main, avec les organisations syndicales, mais qui reprennent leur destin en main, quoi. Voilà, ça c'est... Parce que ça veut dire quoi, qu'avant ils ne le faisaient pas? Il y a un certain laisser-aller qui a...
Certains ont baissé les bras. Certaines lassitudes, certaines ou une impression de ne plus pouvoir influer sur sa propre vie, d'être ballotté là, alors que non, on peut, si on en reprenant conscience, on peut influer sur les choses. Donc le message il tient en 2 mots, c'est bougez-vous. Bougez-vous, bougeons-nous. Bougeons-nous, oui. Et à vous, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous? Déjà, vous avez un mandat de 3 ans. Votre prédécesseur, Monsieur Voisin, il a fait 3 mandats. Est-ce que vous avez envie de ça, par exemple, 3 mandats? On verra. On verra dans quel état vous êtes au bout du premier. On verra si on met encore 2 mois au bout du premier. Aussi. Donc, Mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous sur le plan aussi bien professionnel que personnel pour cette nouvelle année? Alors, sur le plan professionnel, c'est reconnaître la CFTC à sa juste valeur. Parce qu'elle n'est pas assez reconnue aujourd'hui? Elle n'est pas assez reconnue, non. Elle n'est pas assez reconnue. Il y a eu une loi sur la représentativité de 2008 qui, pour moi, n'est pas une bonne loi parce qu'elle ne base la représentativité que sur l'audience. Il y a d'autres critères, mais il y a ce critère de l'audience. Et je pense qu'il y a, il n'y a pas que l'audience qui compte. Il y a ce qu'on a apporté. Donc c'est reconnaître la CFTC, ça c'est professionnel. Et à titre personnel? À titre personnel, j'irai garder la santé pour faire le maximum de choses. Oh, le sportif accompli que vous êtes. Pour continuer. C'est pris en main pour garder sa santé, justement. Je vous remercie beaucoup d'être venu partager 1 heure de votre temps avec les auditeurs et téléspectateurs de KTO. Bon vent à vous, contre vents et marées. Et puis bougez-vous, puisque c'est ça le programme. Bougeons-nous. Bougeons-nous. Merci beaucoup, Philippe Louis. Merci beaucoup à vous.